Tout d'abord, je vous remercie de me permettre de découvrir une ville que je ne connaissais pas. Et moi, qui est le reste de ma famille assez loin d'ici, à Saint-Rémy-de-Provence, je vous avoue que je ne connaissais pas Digne et ça m'a fait beaucoup de plaisir et de bien de me balader avant cette réunion, de récupérer quelques pompes à huile que je vais ramener à la maison, etc. etc. Donc d'abord, merci beaucoup. Merci à Madame la Présidente d'avoir d'introduit cette soirée. Et puis, je crois qu'une députée est là également, donc je tiens à la saluer. Et puis, merci à toutes celles et tous ceux qui se mobilisent, qui s'engagent pour cette société du vieillissement. Alors, ça vient d'être dit à l'instant, moi je suis directeur général d'une structure qui s'appelle France Silver Eco. France Silver Eco, c'est une association, tout simplement, mais qui a la particularité, depuis octobre 2018, d'avoir été chargée par le gouvernement d'organiser la filière de la silver economy. Et c'est à ce titre-là que j'interviens devant vous ce soir et que, effectivement, nous organisons un tour de France des silver régions sur lequel je vais revenir dans quelques instants. À côté de cela, je suis aussi professeur à l'université, professeur de sciences politiques. Et ma spécialité auprès de mes étudiants, qui jusqu'à présent n'ont pas eu à se plaindre apparemment de cet enseignement, concerne les questions de mutation de la société. Et aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que notre société, elle est traversée par un certain nombre de mutations, certaines très connues, d'autres un petit peu moins, et pourtant vous allez voir que celle qui nous concerne particulièrement n'est pas la moins impactante. Les mutations qu'on connaît, évidemment, c'est avant tout la mutation numérique. Tout ce que l'on voit aujourd'hui, la taille de la caméra qui est en train de filmer là, le fait que des appareils qui sont normalement destinés à téléphoner prennent des photos, permettent de regarder le parcours qui est le mien sur Internet, etc. etc. Tout ça a changé, bouleversé nos vies et on en a conscience, même si on ne sait pas encore jusqu'où ça va aller. Une autre transition, évidemment, dont on entend énormément parler, c'est la transition climatique principalement. Parce que le changement climatique, ça pose des questions énormes. Alors avec parfois des débats importants, mais on voit très bien qu'aujourd'hui, cette question climatique, elle est en train de bouleverser nos vies et on essaye de comprendre, là, un petit peu comme au niveau de la transition numérique, quelle sera au fond la portée et le moment où effectivement on va subir les effets les plus forts et peut-être les plus négatifs de cette transition. Il y a encore une autre transition, elle est géopolitique celle-ci. C'est qu'avant, on était dans ce qu'on appelait le multilatéralisme, donc tous les pays discutaient, on essayait de se mettre à peu près à un niveau, et puis là, il y a ce qu'on appelle le retour de la puissance. Il y a des endroits où, notamment en Chine, en Russie et ailleurs, il y a la question de redonner une puissance, et puis on sent que ça change un peu tout. Et puis tout ça est mêlé, parce qu'évidemment, quand on parle de transition climatique, il y a des questions d'énergie. Comme en France, par exemple, on a beaucoup d'énergie nucléaire. Il faut aller trouver en Afrique, notamment en Guinée, le matière première. Mais s'il y a des problèmes géopolitiques, tout ça change nos vies. Et tout ça, on en parle beaucoup. Et puis, il y a une autre transition. L'autre transition, c'est la transition démographique. Et la transition démographique, à la différence des trois autres, on sait exactement ce qui va se passer année après année. Il suffit d'aller regarder les chiffres de l'INSEE. On sait quel sera le pourcentage de la population française âgée de plus de 60 ans en 2030, en 2040, en 2050. On sait qu'en 2050, en gros, un Français sur trois aura plus de 60 ans et que la structuration de la société, elle aura évolué. Et la fameuse pyramide des âges qu'on connaît tous, qu'on a tous appris lorsqu'on était au collège, au lycée, elle va ressembler de plus en plus à un rectangle. Alors, un petit peu évasé sur le sommet, évidemment, mais ça ne sera plus une pyramide. Et donc, du coup, tout cela va avoir des effets immenses, énormes, sur notre société.
On va même plus loin que tout ça, c'est-à-dire que là, par exemple, le rapport de Luc Broussy, qui est le président de l'association que je dirige et qui a commis tout un tas de rapports extrêmement intéressants et structurants sur le sujet, le rapport de Luc Broussy explique bien que dans les années 2020 à 2030, le sujet principal en termes de vieillissement, ce sont les 75-84 ans. Donc en fait, pas forcément des personnes qui sont en dépendance, mais des personnes qui sont soit en totale autonomie, soit en fragilité, soit en début de perte d'autonomie. Ça, on le sait. On sait exactement quelles sont les choses que l'on a à envisager, à anticiper. Eh bien, aujourd'hui, contrairement aux autres transitions, cette transition démographique dont on connaît absolument les effets à 5, 10, 15, 20 ou 30 ans, eh bien c'est ce dont on parle le moins dans le débat public. Ce qui est assez paradoxal. Et donc, le travail qui est celui de la filière que j'ai le plaisir d'animer sous la présidence de Luc Broussy, c'est à la fois de mobiliser les acteurs qui vont créer des réponses, des solutions économiques, mais c'est aussi de faire en sorte que dans la société, on puisse parler de ce sujet qui nous concerne toutes et tous, mais qui, pour le moment, reste vraiment mis de côté. Alors, l'autre transition démographique. Pourquoi aujourd'hui, fondamentalement, ce sujet est important et doit nous amener à collectivement y répondre? Il y a en gros 3 éléments principaux. Le premier élément, je viens de l'évoquer, c'est vraiment la question de la projection démographique. C'est la question du nombre de seniors dans la société. Pourquoi c'est important déjà de l'avoir en tête? Parce que quand on aura dans une société un senior, un membre sur 3 qui aura plus de 60 ans, il faut bien comprendre que l'organisation même de notre vie, de la société en tant que telle, devra être différente. Aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Et souvent même, les seniors sont les grands oubliés d'un certain nombre de politiques publiques. Alors, il y a eu d'une certaine manière un contre-exemple avec la crise Covid. Et au fond, à toute chose malheur est bon. C'est que la crise Covid a ouvert les yeux chez un certain nombre de personnes sur la question de la seniorité. Avec quand même un biais sur lequel il faut tout de suite appuyer. La crise Covid, elle a beaucoup parlé des risques sanitaires, des risques de décès des seniors, parce que vous savez bien qu'au-dessus de 65 ans, il y a des risques beaucoup plus importants qu'en dessous de 65 ans. C'est au fond l'élément principal par rapport à cette crise Covid. Sauf que la question de la seniorité en France, elle doit être traitée très différemment et très positivement. Parce qu'il faut quand même juste se dire une chose, c'est une chance de vieillir. C'est une chance de pouvoir arriver au grand âge. Et c'est une chance de pouvoir arriver au grand âge dans cette société qui permet un certain nombre d'avancées énormes au niveau de la santé, mais pas simplement, je vais y revenir également. Donc le premier élément, de toute façon, à prendre en compte, c'est que oui, nous allons être de plus en plus nombreux à avoir plus de 60 ans dans cette société. Le deuxième élément, c'est la question de notre modèle. On a un modèle aujourd'hui qui fonctionne très bien et qui est basé sur le sanitaire curatif. Je dis toujours, voilà, évidemment, je touche du bois, mais l'une ou l'un d'entre nous a un souci de santé, une crise ici, maintenant, cette personne va rapidement pouvoir être prise en charge par un service d'urgence. Elle va pouvoir se retrouver, il y a quelques zones blanches en France, mais sur un plateau technique qui va pouvoir lui permettre d'être remise sur pied le plus rapidement possible. Ça, c'est la force de notre modèle. Mais il y a un urbaniste, un philosophe que j'aime bien, qui s'appelait Paul Virilio, qui disait toujours « Le progrès et l'accident sont l'avers et le revers d'une même médaille ». Le fait que ça fonctionne très bien, le sanitaire curatif, ça nous a amené à être très feignants sur la question de la prévention. Et ça, fondamentalement, c'est un élément important. En 2019, il y a un haut fonctionnaire qui s'appelle Dominique Libaud qui a remis un rapport qui était un rapport de préfiguration
d'un projet de loi qui n'a pas vu le jour, mais le rapport est là et il reste intéressant, qui mettait en avant le fait qu'en France, on a une espérance de vie en bonne santé 10 ans inférieure à un certain nombre de pays, notamment de pays du nord de l'Europe, qui ont une espérance de vie globale identique à la nôtre, mais une espérance de vie en bonne santé 10 ans supérieure à la nôtre. Et le sujet principal qui fait cette différence, c'est la prévention. Donc, le deuxième élément que l'on a à prendre en compte, c'est que notre modèle, aujourd'hui basé sur la santé de curation, pose la question de la prévention et de l'espérance de vie en bonne santé. Je rajoute à cela, ça ne doit pas forcément être une considération, mais vous savez très bien que c'en est une quand même, le coût de ce modèle actuel français, où on va concentrer dans les dernières années de l'existence énormément d'argent, de l'argent de la solidarité nationale, de l'argent de complémentaire, du reste à charge personnel. On va concentrer énormément d'argent autour des questions d'hospitalisation, évidemment, de placement en établissement type EHPAD, etc., etc. Donc du coup, ce modèle-là, qui a évidemment énormément de qualité, on ne le rappellera jamais assez, aujourd'hui pose des limites. Ces limites, ce sont effectivement la question de la prévention et la question du coût. C'est le deuxième élément qui mettant la question du vieillissement au cœur de l'actualité. Troisième et dernier élément, c'est culturel. C'est la formidable révolution culturelle qui accompagne les seniors aujourd'hui. Je vais donner un exemple qui m'est personnel, mais qui est assez symptomatique en fait. Moi, j'ai une grand-mère qui est en EHPAD à 96 ans, atteinte d'Alzheimer, la pauvre. Mais quand elle est en forme, eh bien, elle me dit toujours, mais je lui dis, mais mère, tu manges à 18h30, c'est pas un peu tôt, des fois c'est un peu froid. Elle me dit, c'est pas grave, moi j'ai connu la guerre, tout ça, ça me pose pas de soucis. J'ai pas de problème avec ça. J'ai osé poser la question à mes parents une fois, et ils m'ont rappelé à ma situation d'enfant, en m'expliquant bien que si ça continuait comme ça, ils allaient me foutre un coup de pied au derrière. À travers cette petite scène de vie familiale, on voit en fait ce qui est en train de se passer en termes d'évolution. Un des membres des Rolling Stones est mort il n'y a pas très longtemps, de vieillesse. Aujourd'hui, on a, j'étais la semaine dernière à Nancy, avec tout un tas de seniors, y compris des octogénaires qui penchaient bientôt vers le nonagénaire, qui étaient en train d'expliquer aux élus présents de la ville qu'ils voulaient rester acteurs jusqu'au bout, citoyens jusqu'au bout, qu'il est hors de question que, par exemple, la ville retire des bancs à tel ou tel endroit. Ce que je veux dire par là, c'est que les seniors sont en train de changer. Et comme ils sont en train de changer, la manière que l'on a collectivement de les prendre en compte doit également changer. Et je vais donner un exemple très simple qui parlera peut-être à certaines personnes. Avant, quand on voulait se faire soutenir politiquement par les seniors dans une élection municipale, il y avait deux incontournables, le petit colis de Noël et le petit bal de fin d'année, où on réunissait tout le monde, etc. Là, je ne parle même pas de la question Covid, de toute façon, en ce qui concerne les balles, ça va être compliqué. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout la même manière d'envisager les choses. Avant, on avait des seniors qui se projetaient dans la vie de leurs enfants ou de leurs petits-enfants pour se dire si oui ou non ils étaient satisfaits de la manière dont la vie locale était menée. Aujourd'hui, ils vont voir les édiles pour leur dire « Qu'est-ce que vous faites pour moi ?» Et ça, c'est un élément extrêmement important qui fait évoluer véritablement les choses. Donc, qu'est-ce qui met la question de la démographie au cœur du débat? Ce sont ces trois éléments-là. La question du nombre, la question d'un modèle qui arrive au fond à la limite de ce qu'il pouvait proposer, et la question d'une formidable révolution culturelle. Quels impacts cela a maintenant? Au fond, ils sont de 4 ordres. J'ai commencé à l'indiquer, il faut adapter la société. Adapter la société au vieillissement. Faire en sorte qu'être vieux dans notre société ne soit pas un problème. Alors je sais, ça fait tout de suite bizarre que ce soit quelqu'un qui a 40 balais qui dise ça, etc. J'en suis d'accord. Mais par rapport
à ce sujet-là, nous sommes dans une société où effectivement la question de la seniorité n'est pas toujours valorisée. Pourquoi? Parce que il y a eu le mythe de la Startup Nation. Donc la Startup Nation, ce sont des jeunes qui créent des entreprises, des valeurs, etc., etc., et qu'au fond, tout ce qui est vieux n'est plus forcément au goût du jour. Accessoirement, on a un président de la République qui est fort jeune. Donc forcément, il y a cette question-là aussi qui pose les choses. Notre société ne valorise pas les seniors. Pourtant, s'il n'y avait plus de seniors, déjà, il n'y aurait plus d'associations. Et tout ce lien social qui aujourd'hui existe encore sur l'ensemble des territoires ne tient que par l'engagement des seniors. Et donc, il y a quelque chose qui n'est pas raccord entre la place des seniors concrètement dans la société et la manière dont on soutient, dont on reçoit le vieillissement de la population. Donc il va falloir adapter notre société. Ensuite, il va falloir adapter les territoires. Et pour une raison, au fond, très très simple. Pendant longtemps, le rêve des mères MAIRES, c'était le jeune couple avec enfants. Parce qu'un jeune couple avec enfants, ce sont des classes que l'on va maintenir ou ouvrir, c'est de la vie, c'est de la consommation, bref, c'est de quoi tenir le cœur d'un bourg, d'un village, d'une ville moyenne, etc., etc. Aujourd'hui, les mêmes doivent non plus avoir un objectif, mais deux. Oui, évidemment, on ne va pas mettre de côté les jeunes couples avec enfants, mais par contre, on va également mettre en avant les seniors. Parce que il y a un vrai sujet d'aménagement du territoire qui est lié au vieillissement de la population. Si demain, vous avez un Français sur trois qui a plus de 60 ans, et que vous avez des territoires entiers qui sont en situation de désertification médicale, en situation de désertification servicielle, en situation de désertification commerciale, ces seniors, avec cette révolution culturelle qu'on a évoquée il y a quelques instants, resteront pas. Ils iront là où c'est plus facile. Donc la logique qui amène certains territoires à dépérir, elle va être amplifiée par la question démographique. Donc, l'adaptation des territoires est essentielle. D'autant plus que si les seniors ont à peu près des paradigmes de vie qui peuvent se retrouver dans tous les endroits du pays, il va de soi que mettre en place les réponses à leurs besoins, voire à leurs attentes, impose une manière de faire très différente suivant les endroits où on se trouve. Quand on est par exemple, je ne sais pas moi, à Grand-Rieux, en Lozère, où le sujet, c'est pas tant la distance, mais le temps de parcours le temps de parcours des distances, notamment pour aller trouver un hôpital, etc., etc. C'est pas la même logique qu'à Paris, où on a accès à plein de choses, mais par contre, où en 2003, on pouvait mourir dans son appartement tout seul et ne voir arriver les voisins que 3 semaines après parce qu'ils se plaignaient de l'odeur. Parce que c'est une réalité. Donc, suivant là où l'on se trouve, on aura une manière d'envisager les réponses qui devra être adaptées à la spécificité, voire aux problématiques des territoires. Donc, adapter la société, adapter les territoires, adapter notre modèle. Notre modèle, il doit changer. Depuis très longtemps, on nous dit oui, la prévention c'est formidable, vieillir chez soi, surtout ne pas aller en EHPAD, etc. Bon. La réalité, c'est que déjà, très peu de personnes vont en EHPAD. Sur 10 personnes de plus de 85 ans, vous allez avoir une personne qui va aller en EHPAD. Ça veut donc dire que 9 autres vont rester à domicile. Le problème, c'est que sur ces 9 autres-là, il y a un nombre important des domiciles mal adaptés, totalement isolés du reste de la population, etc., etc. Donc le modèle sur lequel on doit aujourd'hui réfléchir, c'est un modèle qui prenne en compte la question culturelle, qui prenne en compte la question de la prévention, et qui au fond fasse que l'environnement immédiat des seniors soit le meilleur outil pour eux de rester autonomes, acteurs de leur vie, le plus longtemps possible. C'est ça l'objet, au fond, de la question
de la révolution démographique. Et c'est évidemment là-dessus que travaillent déjà celles et ceux qui, notamment tout à l'heure, seront, comment dire, remporteront les prix qui sont remis tout de suite après. Enfin, bien la question d'une nouvelle économie. Parce qu'il y a une nouvelle économie à créer autour de cela. Il y a à la fois des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouveaux métiers. Il y a, au fond, de plus en plus de personnes à former. J'en parlais avec Fabrice Broutin tout à l'heure de Schneider, qui forme déjà des gens, mais qui, dans l'avenir, sera amené à en former encore plus. Parce qu'il va falloir répondre justement à la technologie qui va être de plus en plus présente dans les habitats. Je vais y revenir tout de suite après. Donc il y a une nouvelle économie à construire. Alors, je mets tout de suite un holà, parce que je sais que parfois quand on dit nouvelle économie, l'économie du vieillissement, ça fait peur, etc. Bon. Quand on s'intéresse à l'économie du vieillissement, on ne vend pas des voitures. On sait qu'on est face à un public potentiellement fragile. On sait que l'on est face à des prescripteurs nombreux, à des règles précises. Et évidemment, quand on se lance dans la silver economy, je suis désolé, c'est pas moi qui ai inventé le concept, c'est un anglicisme, eh bien, on ne fait pas n'importe quoi. Et d'ailleurs, la plupart des personnes qui se lancent dans la silver economy le font souvent parce qu'elles ont été touchées personnellement par quelque chose qui est arrivé à l'un de leurs proches. C'est souvent une réaction pour se dire mais il manque quelque chose, il manque un produit, il manque, voilà, il faudrait réussir à trouver quelque chose. Donc oui, il faut créer cette nouvelle économie, mais cette nouvelle économie, elle est encadrée, elle est bienveillante, elle est innovante et bienveillante, et c'est ça qui, de mon point de vue, fait un petit peu le sel de la silver economy. Alors, je vous ai parlé d'autres modèles, de cet autre modèle-là. Alors, on va essayer de le présenter en quelques mots. Cet autre modèle, d'abord, évidemment, il s'intéresse à la santé, mais à la santé de prévention. C'est-à-dire que les questions de nutrition, les questions de pratique sportive, alors adaptées évidemment aux seniors, doivent devenir au fond des enjeux pour qu'on puisse gagner en autonomie, pour qu'on puisse avoir une espérance de vie en bonne santé la plus longue possible. Et donc il y a énormément de sujets, il y a énormément d'innovations à lancer là-dessus. Par ce qu'on appelle ensuite le parcours résidentiel senior. C'est tout ce qui concerne l'habitat. Et l'habitat, c'est vraiment le cœur de ce nouveau modèle. L'habitat, c'est l'outil principal de l'autonomie. Et ça veut donc dire qu'il faut penser l'adaptation de l'habitat. Donc l'adaptation de l'habitat, ça veut dire savoir comment l'adapter, savoir combien ça va coûter, savoir qui va venir l'adapter, savoir qui va financer en partie. Dès qu'on commence à parler adaptation de l'habitat, en fait, on ouvre un champ de sujets extrêmement large, mais extrêmement important pour permettre effectivement ce nouveau modèle. Luc Broussy a d'ailleurs proposé ce qu'on appelle ma prime adapt, c'est quelque chose qui a été repris par le gouvernement et qui devrait normalement voir le jour le 1er janvier 2023, qui est en fait sur le modèle de ma prime rénov', une visite qui est faite dans les appartements ou les maisons pouvant être éventuellement adaptées, une visite d'ergothérapeute, qui vont donc définir véritablement les besoins et qui vont permettre le lancement d'une prime permettant cette rénovation-là. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça permet de rester chez soi, mais dans un chez-soi où on est en sécurité, où on peut communiquer, avec une bonne ergonomie, et pas ces choses où... je vais vous donner un exemple très simple. Monsieur disait tout à l'heure qu'il vient toujours avec son fauteuil. Je vois que c'est... J'ai beaucoup aimé cette blague-là et elle est drôle. Quand on s'intéresse par exemple à une salle de bain, si vous avez à effectuer des gyrations dans la salle de bain parce que vous avez un fauteuil, ou si vous êtes une personne qui a du mal à marcher mais qui n'a pas de fauteuil,
vous ne pouvez pas et vous ne devez pas envisager l'adaptation de la salle de bain de la même manière. Parce que pour l'agiration, il faut de l'espace. Pour quelqu'un qui a du mal à se déplacer et qui risque de tomber, cet espace-là, c'est ce qui peut vous amener, en fait, à vous écrouler, avec un certain nombre de conséquences extrêmement fortes. Donc on voit très bien qu'aujourd'hui, suivant la situation de la personne, si on veut la maintenir dans une autonomie la plus importante possible, il faut avoir une réflexion qui est extrêmement poussée. Tout ça, c'est ces questions-là qui vont être aujourd'hui mises sur la table, et notamment sur la question de ma prime adapt. Mais il n'y a pas que il n'y a pas uniquement le logement individuel. Aujourd'hui se développe une offre extrêmement variée de tout un tas de logements qu'on dit intermédiaires, des résidences-services, des résidences autonomie, des béguinages, des endroits où des personnes vont avoir envie de vivre avec d'autres. Pour des questions tout simplement de vie en communauté, de pouvoir avoir des échanges, de vie sociale, pour se sentir en sécurité, pour être à proximité d'un certain nombre de services. Bref, on voit se multiplier ces offres-là. Ce qui veut donc dire que, à la question que l'on pose habituellement, où est-ce que vous voulez vivre? Je veux vivre chez moi. On se rend compte que le chez moi, ça sera en fait un endroit où il y aura un certain nombre de choses qui seront assurées. Celles que j'évoquais il y a quelques instants, la sécurité, la communication, l'ergonomie, etc., etc. La capacité, j'allais dire, souvent on dit la capacité de pouvoir poser ses valises, de sentir vraiment. Ça, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Et ce fameux parcours résidentiel senior, il est complètement là-dedans. Troisième élément, c'est la mobilité. Parce que si vous adaptez un habitat, mais que la personne, par exemple, ne peut pas aller faire ses courses au marché parce qu'on a retiré les bancs publics et que du coup, il n'y a pas ce petit temps de pause qui nous permettait de souffler 5 minutes et d'arriver à bon port en marchant, en fait, on est passé complètement à côté du sujet. Et la mobilité, on ne va pas se mentir, c'est quelque chose qui était complètement sous les radars de tout un tas de personnes. Aujourd'hui, on a SNCF, RATP, Transdev qui sont en train de rentrer dans la filière parce qu'ils nous disent écoutez, on est passé à côté, on n'avait pas vu tout ça. Et en fait, la Covid nous a amené à prendre conscience qu'il y a une partie du public senior qui fréquentait nos transports qui ne revient pas. Et parce qu'en plus, ils n'ont plus confiance dans ce qu'on propose. Ils trouvent que, par exemple, dans les bus, les conducteurs conduisent trop violemment. Tout ce qui est alors métro, etc., notamment dans les plus anciens métros, évidemment, il n'y a jamais d'ascenseur, donc c'est pas accessible, etc., etc. Donc on voit bien que la question de la mobilité, à la fois en termes d'infrastructure et tout simplement en termes d'équipements qui permettent à une personne de se balader en gros à 15 minutes à pied autour de chez elle, tout ça, ça devient un élément central. Ensuite, la question de l'inclusion sociale. L'inclusion sociale au sens large. Ça veut dire que demain, d'abord, il y a beaucoup de seniors qui vont continuer à travailler longtemps. Certains par choix, d'autres parce qu'ils n'auront pas d'autre choix que d'essayer de continuer à gagner de l'argent parce qu'ils auront un niveau de revenu qui ne sera pas suffisant. En tout état de cause, on va avoir des seniors qui vont de plus en plus longtemps être acteurs économiques. On a des seniors qui aujourd'hui sont acteurs de la vie associative. On a des seniors qui sont aussi évidemment très présents pour la famille. La nouveauté, ce qui est notamment dû à la question de cette révolution culturelle, c'est que les seniors que l'on voit veulent être reconnus pour tout. Je veux être reconnu en tant qu'acteur économique, même si je suis à la retraite. Je veux être reconnu en tant qu'acteur du monde social ou associatif. Je veux être reconnu dans toutes les dimensions de mon existence. Et cette reconnaissance, elle est importante. Je reviens au premier élément qui est celui de la santé de prévention. Quelqu'un qui est reconnu prendra soin de lui. Et au fond, il y a un cercle vertueux à tout ça. Et ce sujet-là, il est extrêmement important. Il ne doit pas être mis de côté. Parce que si on ne reconnaît pas, si on ne permet pas aux seniors de bien vivre, de faire du tourisme, de s'évader, d'avoir des projets, tout simplement, et de poursuivre la réalisation de ces projets, on n'arrivera pas
à faire évoluer notre modèle, on n'arrivera pas à faire en sorte que notre société soit véritablement adaptée au vieillissement de sa population. Je continue parce que je vais essayer de tenir le temps qui m'est imparti. Évidemment, la question, elle passe aussi par le repérage des fragilités. Quand tout ça fonctionne, mais il y a un moment, on va basculer dans la fragilité. Le repérage des fragilités, c'est un élément essentiel sur lequel on travaille. Je ne sais pas si vous en avez ici ou pas, Madame la Présidente me le dira peut-être. On a parlé il y a quelques mois de cela de ce qu'on appelle les CPTS. Les CPTS sont des communautés professionnelles territoriales de santé. Les communautés professionnelles territoriales de santé, c'est au fond une manière pour tous les acteurs de la santé d'un territoire de travailler ensemble. Et ce qui a été formidable pendant la crise Covid, c'est que là où il y avait des CPTS, en fait, il y a eu une circulation de l'information extrêmement rapide, extrêmement efficace, permettant du coup une réactivité de la communauté qui a permis tout simplement de sauver des vies. Or, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on se pose la question de se dire, mais sur le vieillissement, la même logique doit exister. Évidemment, il faut élargir cette question-là au médico-social. Peut-être même à d'autres acteurs auxquels on ne pense pas toujours, notamment la Poste. Je pensais tout à l'heure à la Lozère. La Lozère, quand on est dans un hameau de la commune de Grand-Rieux, la seule personne que l'on voit plusieurs fois par semaine, c'est le postier. On ne voit personne d'autre, on ne voit personne du CCAS, on ne voit personne d'autre. Donc il y a ces sujets-là qui sont sur la table sur la question de comment je peux le plus tôt possible repérer une fragilité pour pouvoir y répondre de la meilleure manière qui soit. Parce qu'une fragilité, c'est réversible. Si on s'y prend tôt. Si on arrive trop tard, alors là, on est passé à autre chose. On est passé à une perte d'autonomie. Et là, effectivement, c'est pas exactement la même logique. On sera dans un accompagnement de la perte d'autonomie. On ne sera pas dans la volonté d'essayer de réparer une fragilité pour faire en sorte que l'autonomie demeure plus longtemps. Deux derniers éléments sur lesquels nous travaillons et qui, en fait, vont former ce nouveau système, ce nouveau modèle. Le premier, ce sont les aidants. Un aidant est une personne fragile. Parce que quand j'aide quelqu'un, je suis moi-même en difficulté. Imaginez une fratrie, voilà, 2 sœurs, 2 frères, peu importe. Une personne qui s'occupe d'une personne aidée et qui vit à Digne. Une autre personne qui va vivre à Apt. Évidemment, c'est la personne qui vit à Digne qui va s'occuper au quotidien de la personne aidée. C'est elle qui va connaître les aléas, les jours où ça va, les jours où ça va moins bien. C'est elle qui va s'occuper des papiers. C'est elle qui va, au fond, subir la charge la plus forte du soutien à la personne aidée. La personne qui vit à Apt, elle vient moins souvent, forcément. Donc elle-même, elle veut faire des moments où elle voit la personne aidée, des moments formidables, parce que voilà, il y en a si peu qu'il faut qu'ils soient quand même de bonne qualité. La personne aidée, souvent, moi je l'ai vu avec ma grand-mère, c'était hallucinant. Ma tante habitant plus loin que ma mère, c'est ma mère qui s'occupait au quotidien, mais quand ma tante venait, une espèce de pulsion de vie, quoi, et ma grand-mère était formidablement en forme. Et ce qui amenait les 2 sœurs à ne pas se comprendre parce que ça donnait l'impression qu'il y avait 2 manières de voir les choses. Ben ça, c'est une réalité que l'on voit de plus en plus. Les aidants sont des personnes fragiles. Et en plus, comme les baby-boomers ont fait moins d'enfants, ont divorcé, se sont remariés, y compris se sont remariés en mettant pas mal de kilomètres entre les uns et les autres. Les aidants là qui vont devoir gérer l'arrivée au grand âge des baby-boomers, eh bien ils vont avoir un travail énorme à faire. Et nous devons trouver des solutions pour qu'ils aient la meilleure information, pour qu'ils aient du répit, pour qu'ils n'aient pas en permanence à supporter seuls la pression des aidés, etc., etc. Dernier point, il pourrait paraître accessoire, il ne l'est pas, c'est la question évidemment du financement. Le financement, c'est essentiel, parce que la solidarité nationale ne pourra pas prendre en compte la totalité. Donc il va falloir penser d'autres outils.
en complémentaire. Il y a tout un tas de réflexions qui sont aujourd'hui mises en œuvre. Donc ça, ce sont les sujets sur lesquels aujourd'hui on travaille et qui forment ce nouveau modèle. Alors les territoires dans tout ça. Les territoires, au cœur de ce modèle, qu'est-ce qu'ils vont faire? On l'aura compris, ils ne peuvent pas passer à côté de la révolution de la démographie. Parce que s'ils le font, ils risqueront de se priver d'un petit peu de la sève qui fera vivre leur vie locale, qui rendra dynamique leur vie locale. Ils doivent donc à la fois comprendre quelles sont leurs forces et leurs faiblesses. Je suis un territoire qui est éloigné d'un certain nombre de grands centres. C'est à la fois une faiblesse, ce peut être aussi une force. À moi de construire l'écosystème qui va faire de ce relatif isolement une force pour mon territoire. Il faut donc adapter son environnement aux seniors. Il faut donc réfléchir, au fond, à l'habitat. Est-ce que je propose, en cœur de ville, un certain nombre d'habitats permettant à des seniors de rester chez eux le plus longtemps possible? Est-ce que je passe un partenariat avec un EHPAD pour faire en sorte que mon territoire bénéficie des outils de l'EHPAD? Quand Fabrice va venir installer tout un tas de solutions technologiques dans tel ou tel établissement, peut-être que demain, ces solutions technologiques, elles pourront être utiles à celles et ceux qui ne sont pas dans l'établissement, mais qui vivent sur le territoire qui est irrigué par cet établissement. C'est ce qu'on appelle l'EHPAD hors les murs, l'EHPAD 2.0, l'EHPAD de demain, etc., etc. Il faut penser ces choses-là. Il faut penser à la vie sociale. Garder le tissu associatif le plus fermement possible pour faire en sorte qu'on se sente bien dans le territoire dans lequel on vit. Il faut penser la mobilité, le repérage des fragilités, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec ce fameux CPTS. Il faut lutter, au fond, contre ce triple problème que j'évoquais, des déserts médicaux, serviciels et commerciaux. Si l'on veut répondre à la question du vieillissement, on a cette logique-là à mener. Alors, comment on fait pour justement créer une nouvelle économie territoriale? Eh bien, au fond, c'est ce que je disais il y a une seconde, on va d'abord s'appuyer sur sa singularité. On va s'appuyer sur ce qui fait notre territoire. Je suis une ville thermale, c'est un plus. Je m'appuie dessus, évidemment. Je suis pas forcément facilement connecté à telle ou telle grande agglomération, c'est peut-être pas grave en fait, c'est peut-être même plutôt quelque chose d'intéressant. Je vais même vous dire une chose, moi je cite Digne comme un exemple, parce que on a beaucoup de communes qui essayent de faire des choses, mais on a peu, je dis commune d'ailleurs c'est bien plus large que la commune, Madame la Présidente vous allez me tirer les oreilles. Au-delà de la ville de Digne, vous avez tout un écosystème qui se mobilise justement pour apporter des réponses. Cette question-là, en fait, elle est au cœur. La singularité du territoire, la capacité de mobilisation de tous les acteurs. Et là, j'entendais, quand on a des lycées qui se mobilisent, quand on a tous les acteurs de la recherche qui se mobilisent, quand on arrive à faire venir des entreprises, à passer des partenariats avec des entreprises, au fond, on est en train de construire ce qu'on appelle un tour de table qui va permettre de proposer des choses. Donc au fond, si on veut réussir dans un territoire, il n'y a pas 36 000 manières. Il y a très bien le connaître ses forces, connaître ses faiblesses, très bien connaître notre public, les seniors, ce qu'ils attendent, ce dont ils ont besoin, savoir sur qui on peut compter sur le territoire, savoir si éventuellement nous avons des manques, mettre en place des partenariats avec les personnes qui vont pouvoir venir combler ces manques, et ensuite expérimenter. J'expérimente, ça fonctionne très bien. Est-ce que je peux généraliser? Super. Ça ne fonctionne pas, je ne perds pas de temps, je passe à autre chose. Il faut en permanence avancer là-dessus. Quelques mots sur la question que j'ai très peu évoquée du numérique comme réponse aux questions de vieillissement. Certaines personnes ne jurent que par le numérique, d'autres sortent les couteaux dès qu'on prononce le mot.
Je pense que, comme toujours, il y a un bon équilibre à trouver. Et on l'a vu pendant la crise Covid. Pendant la crise Covid, vous savez, on a livré près de 12 000 tablettes dans des EHPAD. Pourquoi avons-nous livré 12 000 tablettes dans les EHPAD? Parce que les résidents des EHPAD n'avaient plus aucune communication avec leur famille. Et donc, du coup, on a vu que le numérique pouvait, dans des situations très particulières, être, au fond, un outil extrêmement important de lien social. Est-ce que ça va remplacer les moments que l'on va avoir? Non, évidemment, il vaut toujours mieux aller rendre visite à quelqu'un en EHPAD plutôt que passer un appel par tel ou tel réseau social. Mais le numérique est capable de répondre à un certain nombre de choses. Quand demain on va développer l'e-santé, eh bien avec l'e-santé, on va pouvoir améliorer la qualité de l'offre de santé que l'on va avoir sur un territoire. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir dire au revoir à tous les médecins physiques que l'on a? Non, évidemment non. Lorsque l'on a toutes ces nouveautés en termes de capteurs que par exemple, Fabrice évoque régulièrement, est-ce que ça change la relation humaine? Non. C'est là pour renforcer la relation humaine en faisant en sorte que la relation humaine ne soit pas utilisée sur des choses que la machine peut faire et qu'elle se concentre sur l'essentiel, le lien, la relation entre les individus. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important sur lequel il faut travailler. Et l'innovation, ce n'est pas simplement l'innovation technologique. Ça peut être de l'innovation managériale. Aujourd'hui, on parle beaucoup des métiers du grand âge, en disant tous les gens qui font les métiers du grand âge sont formidables. Sauf qu'ils sont mal payés, absolument pas reconnus dans la société, et en plus, l'organisation managériale de ces métiers-là est extrêmement compliquée. Eh bien aujourd'hui, on a tout un tas d'acteurs qui inventent des solutions pour améliorer tout ça. Et petit à petit, l'idée est de réussir à rendre plus attractifs ces métiers et à faire en sorte que la fierté que l'on éprouve quand on fait ces métiers soit à peu près au niveau de la reconnaissance sociale qui devrait être celle à laquelle on doit aspirer. Alors, avant de conclure, je voudrais revenir juste sur la question du Tour de France que l'on est en train de mener. Ce Tour de France, il est important parce que nous, on ne pense pas que c'est au niveau national qu'on va trouver les solutions. On pense que les solutions, elles émanent des territoires. Parce qu'au plus près des territoires, on les comprend mieux. Et donc, on est capable d'apporter une réponse précise. Par contre, le national doit être capable, quand il y a de bonnes solutions, de très vite l'aspirer, la faire grandir, pour pouvoir la proposer à d'autres territoires au niveau national, voire international, qui effectivement pourraient vivre les mêmes spécificités et qui auraient besoin des mêmes réponses. Et ce Tour de France, en fait, il sert à organiser les régions les unes et les autres, pour que demain, cette circulation de l'information, elle soit possible. Et je me permets de reprendre ce que disait tout à l'heure l'intervenante italienne sur la question, au fond, des modèles. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'on voit qu'en Europe, il y a différents modèles culturels. Hein, un modèle septentrional, un modèle batave, un modèle anglo-saxon, un modèle alémanique, un modèle latin. En fond, il y a différents modèles qui existent. Mais ce dont on est en train de se rendre compte, c'est que bien que ces différents modèles aient des approches différentes, alors je ne vous parle même pas de l'encadrement, quand vous avez par exemple un anglo-saxon qui regarde l'encadrement juridique en France, la plupart du temps il fuit. Bref, mais il y a des différences, mais on est en train de se rendre compte que tous on a envie d'avancer ensemble, parce que notre logique est la même, c'est de faire en sorte que les seniors restent autonomes le plus longtemps possible. Et au fond, ce Tour de France, c'est aussi un moyen de rentrer en contact avec ces différentes cultures. Ici, par l'intervention de personnes qui vont porter un modèle italien.
Quand je discute et que je vais voir dans la région Hauts-de-France, on va beaucoup parler d'un modèle batave. Quand je suis dans le Grand Est, on est plutôt sur un modèle alémanique. Et enfin, tout ça, on est en train de se nourrir de tout ça, d'avoir des échanges. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important que vous devez garder. Parce que vous avez une force que d'autres n'ont pas. Vous pouvez très facilement être en confrontation et en co-construction avec des personnes qui, avec une culture différente, vont aborder le même sujet. Et ça, c'est essentiel, parce que vous allez aller plus vite, forcément plus vite que d'autres. Et dernier point, quand on s'intéresse à la silver economy, il y a 3 entrées, et ces 3 entrées doivent être combinées. On ne peut pas réfléchir à l'une sans prendre en compte les 2 autres. Il y a la question de l'innovation et de la recherche, évidemment, parce que si on veut proposer quelque chose, il faut que ça soit innovant. Innovant ne peut pas forcément dire radicalement nouveau, hein, mais avec une nouvelle manière d'utiliser un outil, un service. Deuxième sujet, l'usage, parce qu'au fond, c'est bien ça qui compte. Si on a une super idée, qu'elle est absolument géniale sur le papier, etc., mais qu'à la fin, la personne qui en a besoin dit bah non, ça répond pas à ce dont j'ai besoin, quoi. Ça veut dire que c'est pas un bon usage et ça veut dire que c'est pas un bon produit. Et dernier point, le développement économique. Parce que c'est pas parce qu'on a une super idée pour répondre à la situation de son papy ou de sa mamie que ça va répondre à la situation du papy et de la mamie de tout le monde. Et c'est pas en plus qu'on a une super idée qu'on a fabriquée, bidouillée dans son coin, dans son garage, etc., qu'on va réussir à faire quelque chose qui soit véritablement vivable. Donc ça, ces 3 éléments-là, au fond, c'est la recette magique pour réussir dans la silver economy. Et moi, ce que je vois de ce territoire, c'est qu'au fond, la recette magique, vous l'appliquez. Vous l'appliquez en mettant les bons acteurs autour de la table, vous l'appliquez en connaissant votre territoire, et vous l'appliquez en puisant au sein de votre territoire ce dont vous avez besoin pour apporter des réponses concrètes à celles et ceux qui ont envie de vieillir ici, en pleine autonomie, le plus longtemps possible. Et ça, pour moi, je dois intervenir ce soir, mais c'est plus moi qui vais apprendre des choses que l'inverse, parce que c'est comme ça que nous, on devient meilleur ailleurs, c'est en puisant l'information et la bonne pratique là où elle existe. Donc je voudrais d'abord vous remercier avant tout. Et si vous me permettez, ma grand-mère, j'ai un lien très fort avec elle, et ce lien vit beaucoup par une application que je ne vais pas citer, je ne vais pas faire de la pub, etc. Mais sachez juste que je prends des photos et ça fait un journal papier à ma grand-mère qu'elle lit chaque semaine. Et donc, je vais juste si ça ne vous embête pas, je vais vous prendre en photo. Comme de toute façon, j'ai face à moi la totalité des flashs, on ne verra pas vos visages, je vous le promets, mais ça me permettra de lui dire, tu sais, j'ai parlé de toi hier, ils étaient super contents. Alors je me permets juste de vous prendre en photo. Et je vous remercie.